Bonsoir, je suis Géraldine Poty, je suis directrice des services d'HEC Life Project, le pôle qui est dédié à l'accompagnement et au développement personnel des alumni. Et j'ai le plaisir ce matin de laisser la parole à Violaine Amig, qui est cofondatrice et directrice associée de KINT, et Romaric Chabert, qui est coach et outplaceur de dirigeants. Donc, les deux vont échanger avec vous, ils vont vous partager toutes les clés sur l'optimisme dans le cadre de la recherche d'emploi. Donc, je pense qu'il y a des discussions et des échanges qui vont être passionnants. Donc, je vais leur laisser la parole et vous présenter l'organisation de cet atelier. À vous. Merci beaucoup, Géraldine. Merci, Géraldine. Voilà, on est ravis avec Violaine. Je prends la parole juste pour vous donner d'abord un peu comment va se passer l'atelier. On va essayer de faire un atelier dynamique. Et dynamique, ça veut dire vraiment interactif. Ça veut dire que vous n'hésitez pas à mettre sur le chat, dans la partie discussion, toutes les questions, les interrogations ou ce que vous font penser, ce qu'on dit sur l'optimisme pierre d'angle de la recherche d'emploi. Voilà. Et puis dynamique parce qu'on va aussi profiter de ce petit temps pour créer des petits groupes de façon à ce que vous ayez un peu l'opportunité de connaître d'autres personnes. Je connais la frustration parce qu'on vit ça depuis un an d'une trentaine de vignettes où on voit des noms, on ne sait pas très bien qui sont ces personnes. Donc, on va essayer de casser un peu cette frustration. Et on espère que en cassant cette frustration, ça va vous donner plein d'optimisme pour les temps actuels. Voilà, en ce qui concerne un peu la façon dont va se passer cette heure. Donc, au départ, moi, je vais faire une petite intervention. On fera un partage. Violaine reprendra la main et parlera de son expérience et aussi de comment l'optimisme est un élément clé dans la recherche d'emploi. Et puis, on terminera par une session de questions-réponses tous ensemble et on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà. Alors, comme ça, il y a eu un tirage au sort, c'est moi qui commence. Violaine, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le programme qu'on a vu ensemble. Non, écoutez, moi, d'abord, je voudrais vous remercier d'être là autour de nous et de nous donner l'occasion de nous exprimer sur cet optimisme qui nous tient à cœur, parce que je pense que, enfin, pour autant qu'on se connaisse, Romaric et moi, on est tous les deux des gens plutôt optimistes, même si juste avant que vous n'arriviez dans cet atelier, on était en train de râler et de se dire que vraiment cette période était horrible, que ce confinement c'était horrible, bon, enfin bref. Mais on est quand même très optimiste, très optimiste. Et vraiment, moi, ce que j'espère, c'est que vous ressortirez de cet atelier avec beaucoup d'énergie et qu'on vous aura transmis une partie de cet optimisme qui est une denrée précieuse aujourd'hui. Voilà. Eh bien, on démarre. Alors, avant de partir en petit groupe, comme on l'a dit, comment moi je vois l'importance de l'optimisme dans la recherche d'emploi. Je suis très frappé. Alors, en quelques mots, oui, je n'ai pas dit, moi j'ai une carrière de DRH. Vous pouvez facilement aller sur LinkedIn parce que des Romaric Chabert, il n'y en a pas 2000. Et puis, depuis 4 ans, exactement 4 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'outplacement de dirigeants. D'ailleurs, il fallait pas mal d'optimisme pour y aller parce que j'étais jeune et chargé de famille, donc il fallait que je me dise que ça allait marcher et je ne suis pas du tout déçu, j'adore, je suis un grand passionné de la gestion des carrières et d'aider les personnes à trouver leur voie. Ça fait plus de 50 dirigeants que j'ai accompagnés depuis 4 ans, donc j'ai fait beaucoup de missions et je suis toujours très, très content et ravi de pouvoir, ce que j'appelle être quelquefois un DRH d'une seule personne dans sa transition professionnelle. Alors, ce qui me frappe et pourquoi l'optimisme pour moi est un élément clé de la transition, c'est parce que la transition professionnelle, d'après moi, c'est avant tout de devenir entrepreneur. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous allons devenir entrepreneurs et ça veut dire que nous allons pouvoir gérer notre temps comme nous le souhaitons. Et j'avoue que je vois beaucoup de dirigeants, beaucoup de managers, quand ils se retrouvent en transition, ils sont très perturbés par le fait d'avoir cette grande liberté de temps. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un emploi où ils avaient un flux de mails, un flux de réunions, un flux de plans d'action, qui faisait qu'ils étaient dans une espèce de
mode où ça n'arrêtait pas, hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir à quel point le confinement, alors que chaque salarié a un peu plus de temps pour soi, puisqu'il n'y a plus les transports, il n'y a plus de voyages, à quel point ils ont rempli ce temps par du travail en plus et des calls en plus et des conf calls en plus. Donc on avait ce mode de fonctionnement et puis tout d'un coup, on se retrouve entrepreneur, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut de son temps. Quelle chance! C'est pour ça que moi, quand je vois des personnes qui rentrent en transition professionnelle, je leur dis, mais c'est génial, quelle chance tu vas devenir entrepreneur de ta transition. Le problème, c'est que c'est une chance, mais c'est aussi un vrai défi, parce que tout d'un coup, il y a la crainte de qu'est-ce que je fais de mon temps. Et c'est là où l'optimisme intervient. Alors, je voudrais dire 4 points qui, pour moi, sont essentiels pour développer cet optimisme lors de la transition professionnelle. Et j'ai illustré, je ne vais pas partager mon écran, je vais mettre ça derrière, comme ça vous aurez en plus l'illustration. Le premier point, c'est que la mission de l'entrepreneur de la transition, la mission, ce n'est pas de trouver un job. Et ça, c'est important parce que tout le monde trouve. Moi, je suis stupéfait, je n'ai plus un client et tous ceux que j'ai accompagnés, ils ont tous trouvé. Et ce n'est pas que moi, hein, je ne me glorifie pas pour ça, mais c'est vrai que tout le monde trouve un job et c'est justement ça l'erreur, c'est de croire que finalement, dans cette période, ce qui va compter, c'est de trouver un job. Ce n'est pas du tout ça qui compte dans cette entreprise. La mission de l'entreprise, c'est de rencontrer du monde. Et ça crée beaucoup d'optimisme parce que c'est beaucoup plus facile de rencontrer du monde que de trouver un job. Parce que rencontrer du monde, on peut faire ça à tout moment. Vous allez à la boulangerie, vous rencontrez du monde. Vous allez dans une salle de sport, vous rencontrez du monde. Vous allez là, et on va le faire aujourd'hui, on va essayer vraiment de le mettre en pratique, rencontrer du monde. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de faire en sorte que la personne comprenne que ce qui est important, c'est ces rencontres, les rencontres que vous allez faire, et de faire en sorte que ces rencontres puissent produire d'autres rencontres. Alors, je vois déjà un chat est tout à fait d'accord. C'est pas simple actuellement, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'indulgence avec soi-même. Et Violaine disait d'ailleurs juste avant d'intervenir que voilà, effectivement, c'est une période aussi difficile, mais ça reste quand même la mission principale de l'entrepreneur de la transition. Le deuxième élément qui me paraît essentiel pour garder de l'optimisme et qu'elle soit un élément clé de la transition, c'est d'avoir la bonne posture. Alors, c'est quoi la bonne posture? C'est très dur, la bonne posture de l'entrepreneur de la transition. C'est de dire, finalement, tout va bien. Je suis ravi d'être en transition. C'est une meilleure période, je rencontre plein de personnes, c'est top. Mais c'est top, hein, mais j'ai quand même besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide parce que j'ai envie de trouver un job. Et j'avoue que cette posture, elle est particulièrement compliquée à mettre en place de temps en temps parce que soit on est trop à vouloir dire que tout va bien, et dans ce cas-là, la personne va dire, si tout va bien, reste comme ça, reste en transition. Soit on a une tendance à trop demander de l'aide, et le risque, c'est que les personnes vont avoir peur et vont se dire, voilà, mais pourquoi il est autant aux abois? Donc voilà, la posture, c'est un peu l'image qu'il y a là, c'est-à-dire que même quand on est affaibli, il faut montrer qu'on a les gants de boxe, et donc garder voilà, cette capacité à pouvoir gérer en même temps une posture de tout va bien et une posture de j'ai besoin d'aide. Ce qui est d'ailleurs, entre nous, la caractéristique de tous les entrepreneurs. Quand vous prenez les entrepreneurs, quand vous prenez les consultants, vous regardez les chasseurs de tête, ils vous disent toujours que souvent tout va bien, alors que le marché est quand même un peu compliqué. Voilà. Le troisième élément qui me semble indispensable pour garder son optimisme, c'est évidemment la gestion du mental. On ne peut pas garder l'optimisme comme ça sans avoir quand même une gymnastique mentale qui nous aide à se dire tout d'un coup, voilà, on va y aller, on va oser, on va être un peu au-dessus de la mêlée. Là, j'ai pris l'image de Djokovic et on voit bien dans le regard, on sent les tennisman. La dernière finale en Australie était édifiante. Il arrive sur le terrain, on sent déjà qu'il a gagné. On voyait la caméra qui le suivait dans le couloir. Il y avait Medvedev qui était derrière. Moi, j'étais frappé. Il marchait comme un gagnant. Il ne marchait pas comme un perdant. Et je pense que cette attitude mentale, il faut vraiment essayer d'avoir de la gymnastique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la méditation de temps en temps. Il faut savoir s'arrêter, souffler. Hein. Ça veut dire du sport. Moi, je suis très étonné. Et il y a un sport qui est le plus simple du monde, c'est de marcher. Une demi-heure de marche, vous avez un appel à faire, on marche. Marcher, ça fait du bien. La lecture, et je suis toujours frappé de voir la plupart des dirigeants ou des managers que j'accompagne, où ils ont plein de projets de lecture, et puis finalement, les bouquins ils restent sur la table de chevet parce qu'on préfère regarder les annonces, on se dit qu'il y a d'autres choses à faire, alors qu'en fait, il faut savoir couper son temps pour garder ce mental.
Enfin, le quatrième élément qui me paraît essentiel pour garder cet optimisme, c'est l'entourage, évidemment. Alors, l'entourage familial, hein, l'entourage des amis proches, hein, n'hésitez pas à solliciter quand ça ne va pas et quand tout d'un coup l'optimisme n'est pas très bon, d'aller voir des personnes et ils savent qu'ils peuvent vous écouter et ça va faire du bien. Mais ça peut être un entourage plus large aussi, hein, dans des associations. Souvent, on ne peut pas le faire actuellement, mais quand on faisait du sport, par exemple, imaginons qu'on court ou qu'on fait du vélo, eh ben, on va essayer de le faire dans un club pour être entouré, voir des personnes, parce que c'est aussi cet entourage qui va créer finalement des rencontres et on va revenir à la mission, et donc on boucle la boucle de l'optimisme qui fait qu'en étant entouré, on va rencontrer du monde et donc on est en plein cœur de la mission de l'entrepreneur de la transition. Voilà, donc en conclusion, voilà, alors il faut que je m'écarte pour vous montrer ces deux petits smileys là qui ont un gros sourire. Alors il y en a un qui joue, pourquoi? Parce que lorsqu'on recherche un nouvel emploi, lorsqu'on est en transition, en repositionnement, il faut jouer. C'est-à-dire que vous connaissez l'adage, hein, tous ceux qui ont gagné, ils ont tenté leur chance. C'est pareil, si on ne joue pas, on a peu de chances de gagner. Donc, il faut y aller, il faut jouer, il ne faut pas avoir peur de jouer. Et puis, il y a un autre mot, alors qui est un peu à la mode, mais que vous connaissez, hein, qui s'appelle la sérendipité. C'est le fait de trouver quelque chose sans s'y attendre, la fameuse pomme de Newton. Et je pense que le mot sérendipité est très important pour la recherche d'emploi et donne aussi une grande part d'optimisme dans le sens où on ne sait jamais finalement d'où ça va venir. Moi, je suis très frappé à chaque fois le métier, l'emploi, le nouvel emploi vient toujours d'une manière qu'on ne s'y attendait pas. Voilà. Et donc, ce côté un peu surprise et le fait que même si on joue, finalement, ça va venir d'une autre façon, je trouve ça donne beaucoup d'optimisme. En tout cas, moi, ça m'en donne pour trouver mes propres clients et accompagner mes dirigeants. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager. Alors, on est 45. On va essayer de faire vraiment des petits groupes de 4. Donc, si on est 45, je vais essayer de faire 10 groupes, voire 12 groupes. D'accord. Et donc, vous allez vous retrouver dans une salle. Alors, je vais mettre la question qu'on avait préparée, que Violaine avait préparée même, hein, sur le chat, c'est « Et vous, comment nourrissez-vous votre optimisme dans la situation où vous vous trouvez aujourd'hui ?» Voilà. Et on s'est dit avec Violaine que la meilleure façon de pouvoir voilà, échanger autour de cette question, ce n'est pas d'être encore 45 avec toutes ces petites vignettes, c'est de vous retrouver en petite salle, à 4, peut-être 4-5, on verra comment ça va se passer. Donc, vous allez avoir un petit message qui vous demande de rejoindre la salle. Vous allez pouvoir avoir ce petit temps de 10 minutes à vous, voilà. D'abord pour faire un peu connaissance, hein, rapidement qui vous êtes, en quelques mots, et puis parler de comment vous nourrissez votre optimisme actuellement, dans cette période un peu compliquée. Ça va durer 10 minutes, vous aurez un petit message dans 10 minutes qui vous dit qu'on revient en salle principale, et on refera l'exercice, voilà, pour que s'il y a des choses que vous voulez dire à l'issue de ces discussions, on le fera à la fin de nos séances. Donc, on est 40, on va se mettre en 10 salles. Je vous souhaite une bonne discussion et dans 10 minutes, vous reviendrez en salle principale. Voilà, bonne discussion et n'hésitez pas si vous avez une question à venir vers nous ou vers Violaine. Et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bien, tout le monde est… Donc, moi, je ne vais pas dans la salle 2, hein, non, c'est ça? tu ne vas pas. Tu vas pas. Ils sont déjà 3, donc c'est très bien. Ils ont une petite discussion. Live Project, ils sont 3. Je vérifie juste s'il n'y a pas un groupe de 2, tu vois. 3, 4, 4. C'est très bien. Je pense qu'on n'y est pas. Moi, non, tu as bien fait. Ah, il y a un groupe, tu vois, il y a un groupe de… Ils ne sont que 2 là. Je vais peut-être mettre Antoine de Font. Elle a démarré. Là, j'ai Amandine Rodrigue qui n'est pas allée. Oui, parce qu'elle fait partie de l'équipe Live Project. Et Corinne non, je ne connais pas Corinne. Donc, Corinne, elle n'y est pas.
Alors, elle a Amandine, pas... c'est normal, mais Corinne, je pense qu'on peut l'affecter à une salle. Alors là, j'en ai. Est-ce que je réaffecte Alors moi, je peux rejoindre, mais je suis un peu gêné parce qu'il démarre déjà la discussion. Il y a une salle où ils sont que deux. Je vais Bon, peut-être c'est pas mettre. grave. C'est pas grave, hein. On Bon. laisse comme ça parce que Ils sinon, je vont vais peut-être enlever se une marier. personne. Ça, c'est du bel optimisme. Bon, ça allait, le propos, ça. C'était très bien. Ouais. Non, mais c'est bien que tu aies fait tes petites images là, c'est parfait. Ouais, bah écoute, j'ai pensé à ça. J'ai eu un déclic. Moi, maintenant, c'est le matin quand je me réveille où j'ai des déclics comme ça. Allez hop, ils vont tous revenir. Ah ouais, bah disons, 10 secondes pour mettre fin aux séances, hein, c'est rapide. Hein. D'habitude, tu as 1 minute pour y terminer. Là, ils ont 10 secondes. J'ai oublié de mettre l'option. Et on leur a coupé le bec, hein, je te le dis. Oui, ben, vous revoilà tous. Je suis désolée, on a mis que 10 secondes pour mettre fin à la séance, donc ça vous a peut-être coupé en plein élan. Vraiment, Ouais, on essaiera de faire mieux tout à l'heure. ouais. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez profité de ce petit moment pour rencontrer de nouvelles personnes ou des personnes que vous connaissiez déjà, mais que vous avez eu de bons échanges. Évidemment, n'hésitez pas à poster sur le chat des questions ou des remarques que vous pourriez avoir et qu'ensuite on pourra reprendre ensemble à la fin, après mon petit speech. Voilà, donc c'est mon tour de parler. Donc moi, je travaille dans le recrutement, j'aide des entreprises à recruter depuis 20 ans. J'ai commencé dans le recrutement par annonce de Techos au moment de la bulle Internet. Donc c'était vraiment du volume et dans des domaines complètement nouveaux, il n'y avait pas de filière de formation. Puis ensuite, j'ai évolué petit à petit vers ce qu'on appelle la chasse de tête, l'executive search, donc vers le monde des dirigeants et l'approche directe. Et puis, depuis quasiment 2 ans, j'ai monté une société qui fait du management de situation. Donc, c'est un autre mot pour parler de management de transition. Moi, j'aime pas trop le terme de transition, mais donc l'idée, c'est qu'on répond aux besoins de nos clients pour leur apporter les talents qui vont déployer les bonnes compétences pour adresser la situation auxquelles sont confrontés nos clients. Donc, contrairement à Romaric, moi j'adhère à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit. Moi, je vais me mettre plus du côté du client, enfin de la personne qui cherche à recruter des dirigeants, des compétences. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a constaté là et qui s'est vraiment accentué ces derniers temps avec cette espèce de crise là dans laquelle on vit, c'est que l'optimisme est vraiment devenu une compétence recherchée par les recruteurs. En réalité, euh, les modèles de compétences, enfin les compétences phares qu'on recherche en priorité, c'est quelque chose qui évolue. Il y a quelque temps, il y avait un truc qui était, enfin, il y a eu une compétence très importante à mesurer chez nos candidats, qui était l'autonomie, parce que il y a eu cette espèce de grand avènement de l'entrepreneuriat. Donc, les jeunes, ils veulent être entrepreneurs, pas salariés. Dans une entreprise, même dans un groupe de 25 millions de personnes, on se retrouve intrapreneur. Donc, tout ce qui était autour de l'entrepreneuriat, de l'autonomie, de l'initiative, de la gestion de projet, voilà, ça, c'était des compétences qui ont été super à la mode pendant un certain temps. Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas bonnes à mesurer avant et qu'elles ne le sont plus maintenant, mais c'était vraiment les compétences recherchées en priorité chez les candidats, quel que soit à peu près le poste, le secteur, etc. Aujourd'hui, l'optimisme, ça fait partie des compétences que j'essaye d'évaluer et pour lesquelles je donne une mesure à mes clients en leur parlant des différents candidats que je souhaite leur présenter. Et donc, je vais vous raconter enfin, comment je me suis rendu compte que c'était vraiment le cas.
l'année dernière, on a placé dans un groupe en très grosse difficulté avec une très, très grosse dette, en restructuring financier, un directeur financier en charge de négocier, de renégocier une très grosse dette. Donc, vraiment un poste à fort enjeu dans un groupe qui vivait des difficultés diverses et variées depuis 10 ans, avec des équipes qui étaient fatiguées, qui avaient montré un niveau de résilience très, très assez remarquable, mais qui, là, tiraient un peu la langue parce qu'ils sont vraiment passés à côté de la catastrophe intégrale. Et donc, le directeur financier que j'ai placé, c'est un type super, vraiment super personnalité, super background, super parcours, des hard skills indéniables, tout plein de compétences, une grande intelligence, beaucoup de rigueur, une très grande force de travail, enfin tout un tas de qualités, etc. Et il y a un truc que j'avais oublié de mesurer, c'était ce fameux optimisme. Ça a été compliqué. Donc, la mission s'est bien déroulée. Il a fait son job, hein, mais il a laissé derrière lui des équipes asséchées. Il a laissé derrière lui des gens pas très heureux. Parce qu'en fait, euh, il, est, il, était, il était dans l'analyse en permanence de ce qui manquait, dans l'analyse en permanence de on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'argent. Et puis d'abord, il y a 2 ans, ils auraient dû faire ci. Et s'ils avaient fait ça il y a 6 mois, on n'en serait pas là maintenant. Vous voyez, c'était vraiment un manque d'optimisme de base, quoi. Et du coup, ça a été extrêmement difficile pour ces équipes de s'appuyer sur lui pour continuer à avancer, évidemment, dans un contexte difficile, un contexte de crise, un contexte de renégociation avec des dizaines de banques, avec une deadline qui était genre le 23 décembre. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, mais oui, vraiment, cet optimisme, c'est quelque chose auquel il faut que je m'attache aujourd'hui tout particulièrement pour trouver les candidats qui vont pouvoir faire face aux situations actuelles que connaissent les entreprises actuellement. Pourquoi? Parce que les cycles de transformation se raccourcissent, donc on est sans cesse dans la remise en question, on est sans cesse dans cette espèce de crise permanente. Il faut se réinventer sans cesse, il faut de plus en plus se projeter vers l'avenir, il faut analyser très vite le passé, s'appuyer dessus et rebondir derrière. Et on ne peut pas vraiment se reposer sur les acquis, sur les bonnes pratiques bien établies, etc. Il faut sans cesse se renouveler. Et pour ça, il faut donc avoir cette qualité d'optimisme. Alors, évidemment, vous me direz, mais oh, moi, je ne suis pas optimiste. Hein. Je suis plutôt quelqu'un de lucide. On n'est pas chez les bisounours. Je ne suis pas là tout le temps en train de dire c'est formidable. Foncièrement, je ne suis pas un grand optimiste. Ça m'empêche pas d'avancer dans la vie, de faire des choses formidables. Mais en fait, ce n'est pas de ça dont je vous parle. Je ne vous parle pas de cette espèce de tempérament. Vous voyez, quand on fait une analyse de la personnalité, on est plus ou moins optimiste, plus ou moins avoir le verre à moitié plein, à moitié vide. Parfois, oui, on est anxieux, on imagine toujours le pire, et c'est très difficile de changer là-dessus. Donc, je ne vous demande pas dans une recherche d'emploi ou pour bien faire votre job de changer radicalement cet ADN et cette façon dont votre personnalité a été structurée. Ça, c'est un travail que vous souhaitez faire ou pas, qui se fait plutôt sur du long terme. Non, je vous parle comme Romaric l'évoquait tout à l'heure, je vous parle d'une posture qu'il faut prendre pour pouvoir remplir aujourd'hui les critères, les bons critères qui sont recherchés aujourd'hui par les recruteurs. Et c'est une posture qui va faire qu'on va vouloir miser sur vous pour avancer. Donc, on va vouloir vous recruter. Et vraiment, même la personne la plus analytique, la plus tournée vers le passé, la plus prudente, la plus précautionneuse, la plus réservée, la plus solitaire, même cette personne-là peut prendre une posture d'optimiste.
d'optimisme. Donc, c'est quoi cette posture? En fait, c'est la posture du mouvement, c'est la posture de l'action, c'est la posture de la prise de risque, hein, dans l'action. Et c'est la posture de l'exemplarité. C'est-à-dire que même quand la situation est désespérée, eh ben, quand on est en poste, on est censé agir, on peut agir, on peut regarder devant et on peut entraîner ses équipes. Même quand l'avenir est bouché, qu'il n'y a pas de grande perspective à moyen terme, ou en tout cas, pour les imaginer, il faudrait être là justement très, très optimiste de tempérament ou très idéaliste. Même quand l'avenir est bouché, même quand l'équipe n'est pas assez compétente, même quand on n'a pas assez de marge de manœuvre, pas assez de budget, on peut se mettre dans cette posture du mouvement, de l'allant, de l'ouverture aux autres, de ce contact avec les autres, c'est aller vers les autres, aller vers regarder devant soi, c'est quelque chose qui est toujours possible. Et c'est ce qu'on veut avoir aujourd'hui dans son équipe, comme manager, comme dirigeant, pour pouvoir résister à toutes les crises qui nous attendent, enfin toutes les crises ou toutes les phases de transformation, toutes les phases où il faut partir d'un endroit pour aller ailleurs, parce qu'on est dans ce mouvement permanent. Donc, comment cultiver cette posture? C'est ça qui est intéressant. Comment cultiver cette posture quand on est là, qu'on est assis devant un recruteur et que on présente un CV, donc du papier où il y a écrit votre histoire, et puis qu'on se présente avec ce qu'on est, avec son tempérament. Alors, il y a quelque chose qui est très important pour être vraiment dans cette posture de mouvement et cette posture donc d'optimisme, c'est qu'il faut avoir digéré son passé. Et moi, il y a un de mes meilleurs moyens pour évaluer l'optimisme de quelqu'un. Alors, il y a mon Siri qui n'est pas content et je ne sais pas pourquoi, il parle tout seul. Voilà. Un des meilleurs moyens pour évaluer cette capacité à cette posture optimiste, c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure la personne qui est devant moi, qui passe un entretien pour être recrutée, est apaisée avec son passé, avec ses réussites, avec ses erreurs, avec ses échecs, avec tout ce que vous voulez qui est négatif, mais aussi avec ses réussites, avec tout ce qu'il a fait de bien. C'est très important parce que quand on est apaisé avec son passé, on a plus de force pour aller de l'avant et pour être dans le mouvement. Donc, ça veut dire réfléchir à son parcours. Donc, son CV, l'écrire, c'est toujours un exercice extrêmement important d'écrire son CV, parce que évidemment, il y a peu de gens qui le lisent en détail, hein, votre CV, il ne faut pas vous faire tellement d'illusions, mais en revanche, l'écrire, l'élaborer, le construire, etc., ça permet de réfléchir à son parcours et ça permet de digérer un petit peu donc tout ce qu'on va tout ce qu'on laisse derrière pour avancer et tout ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour aller plus loin. Ensuite, il faut vraiment essayer de… comment est-ce que j'évalue aussi cette posture optimiste? C'est quand les gens me parlent de deux choses. Me parlent des moments où ils ont agi, où ils ont pris des décisions, où ils ont fait, donc tout ce qui est dans le faire, et pas simplement dans la réflexion. Hein. Donc, quand on sent qu'il y a une forme de dynamisme de mouvement. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce sont les gens qui parlent d'exemplarité, même quand on n'a pas des carrières de management. Enfin, on peut être à des postes très élevés, avoir de très grosses responsabilités et pas être dans une posture de manager de très grosses équipes, etc. On a toujours un peu des N-1, voilà. Même quand on n'est pas dans un charisme de manager, on est entouré de gens et à partir d'un certain niveau de seniorité, on est dans l'exemplarité. Et quand on est dans l'exemplarité, quand on sent qu'on porte un peu les autres et quand on
et quand on admet aussi qu'on est un peu porté par les autres, dans ces cas-là, l'optimisme est là. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de positif. On n'est pas dans le repli sur soi qui va favoriser l'inertie, etc. On est dans l'ouverture aux autres et on est accroché les uns aux autres pour avancer. Et ça favorise la posture de l'optimisme. Donc voilà la façon dont j'évalue l'optimisme, cette posture optimiste chez mes candidats. L'apaisement avec le passé, avec ce qu'on est. Les moments d'action, est-ce que cette personne devant moi valorise tout ce qui est de l'ordre de l'action, surtout parce que les HEC, ils ont une petite tendance à dévaloriser l'action, hein. C'est la réflexion, c'est quand même toujours beaucoup plus intelligent. Et ensuite, le lien aux autres et cette forme d'exemplarité. Il y avait une question de Carole qui était pas mal. Ouais. Donc, Alors, comment faire quand elle écrit, Caroline, comment faire quand on est pessimiste, fin de l'optimisme, au risque de manquer d'authenticité? Voilà, on a pas mal échangé sur l'optimisme méthode Coué et les discours qui sont faux. Peut-être optimiste et vraiment trop risque. Désolé, Caroline, d'avoir volé ta question. Oui, et pour revenir dans ce... Oui, pour en ajouter sur cette affaire de l'intériorité de l'optimiste, on a parlé de posture, et moi, dès qu'on me parle de posture, je pense à imposture. C'est-à-dire la posture qui consiste à se conformer à ce qu'on attend de moi. Merci. Et alors, on va répondre à ces deux questions. Violaine, tu veux peut-être dire quelque chose sur la première. Moi, je viendrai un peu sur la posture. Mais c'est-à-dire que l'authenticité, c'est la qualité primordiale qu'on cherche chez un candidat. Quelqu'un qui est dans l'imposture totale, ça se voit, d'abord ça se voit, et puis ça passe pas du tout. Hein. Donc, justement, c'est pour ça que ce que je voulais dire par le terme de posture, c'est que on peut être pessimiste et être quand même optimiste et être quand même un candidat qui fait preuve d'optimisme ou être dans cette morale de l'action qui va permettre aux gens de parier sur vous et de vous confier des responsabilités. C'est parce que bon, si vous voulez, si de toute façon on est si on est dans le désespoir, si on est dans le désespoir, de toute façon, ça se verra aussi et on vous prendra pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on est dans le désespoir, c'est pas le moment de chercher un job. Voilà, il faut faire autre chose. Hein. Là, je parle de personnes qui sont dans un état d'inquiétude normale parce que voilà, ils recherchent un nouveau job. Donc c'est stressant, mais on n'est pas dans une situation extrême. Hein. Si on est dans une situation de fragilité extrême, évidemment, toute tentative pour paraître optimiste va se voir. Enfin, ça va pas marcher de toute façon. Voilà. Moi, j'aime bien prendre l'image un peu des acteurs. Alors, évidemment, la posture, c'est ne pas être soi-même. Et c'est pour ça que ça passe aussi par une gestion mentale, pour qu'on puisse aussi avoir ça de façon intrinsèque au fond de soi-même. Donc, ce que j'aime bien, c'est de prendre l'image, par exemple, de Depardieu qui joue Cyrano de Bergerac, parce que ça donne bien la capacité de la personnalité de Depardieu dans un personnage fictif. Vous voyez, on ne peut pas dissocier Cyrano de Bergerac de Depardieu. Et pourquoi? Parce qu'il a tellement mis de lui-même dans le personnage que finalement, il y a une espèce de congruence qui se passe entre l'acteur et le personnage. Et nous, on doit aller chercher cette congruence. Alors, c'est évident que si on essaie de jouer à l'optimiste alors qu'au fond, on n'a pas du tout le moral, ça ne va pas passer, ça va se voir. Donc, le but, c'est d'aller chercher au fond de soi-même qui on est et comment on peut se retrouver de la meilleure façon, en meilleure énergie face à l'interlocuteur.
d'être en authenticité, mais comprendre aussi qu'il y a quand même on a la charge de montrer aussi cet optimisme et qu'il ne faut pas s'attendre uniquement à ce que la personne va le deviner sans forcément que nous, on soit capable de le montrer. Moi qui ai été DRH pendant des années aux États-Unis, je peux vous dire que tous les candidats que je voyais qui venaient aux États-Unis, ils avaient tous la pêche. Hein. Parce que les Américains ont appris ça et ils sont très forts en termes de développement personnel. Et c'était très difficile, quelquefois, de sentir si derrière, c'était une vraie pêche ou pas une vraie pêche. Mais je crois que, effectivement, il y a dans la posture quelque chose qui est intrinsèque à qui on est, et c'est là qu'il faut réussir à travailler le qui on est et comment être en énergie, mais il y a aussi ce côté acteur. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, moi, je vais répondre. Vas-y. Quelqu'un veut parler? Non, vas-y. Bon. Oui, je vais répondre à une question là sur mon fameux directeur financier, l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelqu'un me dit, mais est-ce que ce n'est pas lié à la fonction est-ce que voilà, ce manque d'optimisme n'est-il pas lié à la fonction de directeur financier? C'est vrai qu'on imagine le directeur financier comme typiquement la fonction de contrôle, le pouvoir de dire non, l'analyse. Enfin, il est là pour faire en sorte que le CEO un peu tout fou, qui a des idées dingues, qui va aller vendre son produit sur la Lune, enfin pour contrôler un peu le truc, quoi, un peu le rabat-joie. En réalité, aujourd'hui, effectivement, un directeur financier, enfin, l'optimisme fait partie des qualités majeures qu'on recherche même chez les directeurs financiers. On a écrit chez Kint, on a écrit un papier là-dessus dans une des revues publiées par Mazars, là, qui s'adresse à tous les directeurs financiers. Aujourd'hui, un directeur financier, oui, il a des qualités d'analyse et de rigueur exceptionnelles. Oui, il est là pour ses fonctions de contrôle qui sont de plus en plus lourdes dans un monde de plus en plus réglementé, avec des risques dans tous les sens, etc. Mais s'il n'est pas optimiste aujourd'hui, il ne va jamais tenir son rôle d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il doit dire le niveau d'analyse dont on dispose suffit. Et maintenant, c'est le moment de prendre la décision. Parce que sinon, on peut toujours continuer à analyser, puis toujours continuer à attendre que l'avenir confirme ou infirme vos analyses. Hein, parce que le directeur financier, il est là aussi pour projeter dans l'avenir. Donc, s'il n'a pas cet optimiste qui est cet optimisme de l'action, cette posture d'optimiste de l'action, il ne va pas bien remplir son rôle d'aide à la décision et il ne va pas bien remplir son rôle de business partner. Et aujourd'hui, le directeur financier, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour contribuer au business. Hein. Il n'est pas là que pour encadrer le business, pour être le support au business, il est là pour créer de la valeur, main dans la main avec les gens qui sont plus opérationnels dans le PNL. Donc oui, aujourd'hui, je dirais, c'est l'optimisme qui est vraiment lié à la fonction de directeur financier. Il y avait une question aussi sur comment développer cette compétence d'optimisme. On se disait avec Violaine, c'est important aussi de savoir que c'est bien d'être aidé. On n'y arrive pas toujours tout seul. J'en parlais un peu quand je parlais de l'entourage. Hein. Voilà, donc moi je vois quand même à quel point dans ma mission qui est d'aider dans les repositionnements professionnels, le fait d'avoir quelqu'un qui va toujours vous rebooster, vous dire voilà, t'inquiète pas, la période, être à vos côtés, quoi, qui savoir que vous avez une personne sur laquelle vous pouvez compter et qui n'est pas toujours d'ailleurs l'entourage le plus proche, parce que le problème c'est quelquefois on va chercher dans la famille ce soutien, or on n'est jamais prophète dans sa famille et c'est souvent pas là où on récupère le maximum d'optimisme. Hein. Donc il faut quand même de temps en temps être attentif à qui on va se confier
pour aller chercher cet optimisme. Et il vaut mieux se confier à peu de personnes, mais beaucoup, que de se confier à plein de personnes un peu, quoi. Donc voilà, je pense que aller chercher autour de vous des 2-3 personnes, et vous savez que quand vous les appelez, ça vous redonne la pêche, dans ces périodes un peu complexes, c'est pas mal. Moi, voilà, avec Violaine, on est resté un quart d'heure juste avant de démarrer, bah, ça m'a donné la pêche. Donc je sais que je la rappellerai dès que j'ai un petit coup de mou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive un peu au bout. Si quelqu'un a une intervention, et puis sinon on va reprendre une dernière, puis on arrive un peu à la fin de l'intervention. Oui, Violaine, vas-y. Non, je vois une question. Quelqu'un qui dit comment rester optimiste quand il se passe rien, on n'a pas d'entretien, on n'a pas d'appel. Hein. Quand on cherche, il y a des périodes où c'est compliqué. Hein. Pour moi, enfin alors évidemment, il y a une question de persévérance aussi. Hein. Il faut cet optimisme du mouvement et de l'action. Il faut quand même savoir par moment maintenir un niveau de mouvement et d'action envers et contre tout. Et c'est à force de persévérance, enfin, surtout dans l'époque actuelle, il faut multiplier le nombre d'actions pour avoir le même résultat qu'avant la crise du Covid. Hein. Quand on est en contact que par visio, il y a une telle déperdition de liens, hein, dans la prise de contact, dans le fit qu'on peut sentir avec quelqu'un, qu'il faut multiplier en fait, il faut voir 2, 3 fois, 4 fois plus de gens pour obtenir le même résultat. Moi qui vends mes services à longueur de journée, c'est ce que je constate dans mon acte de vente, dans ma fonction de commercial de ma boîte. Mais si c'était pour trouver du job, un boulot pour moi, c'est la même chose. Et c'est ce que je dis à tous les candidats, tous les gens que je reçois en courtésie, je leur dis, bah, il faut être un peu bourrin aujourd'hui. Hein. Il faut y aller et continuer à y aller, même quand il ne se passe rien. Parce que comme l'a dit Romaric en introduction, quelqu'un qui cherche un nouveau job, vous ne savez pas par quel truchement il va arriver. Hein. Et c'est peut-être en discutant avec votre voisin, qui a une belle-sœur, qui a une cousine, qui que quoi, que vous allez trouver finalement le job qui va vous correspondre, enfin, votre prochaine étape. Quoi. J'ai comme exemple, très dernièrement, un candidat qui a 57 ans a trouvé chez GE, hein, un très beau poste, et il partait faire son footing. Il est tombé sur le président du syndic qui lui dit « Tiens, mais comment ça se passe sa recherche ?» Le président du syndic lui dit « Ah, mais tu devrais peut-être contacter un tel. » Et le un tel l'a amené sur un directeur de GE qui avait besoin de ses compétences. Et alors on en rigolait, il dit bah, heureusement que tu es parti faire ton footing, hein, parce que sinon, voilà, donc quelquefois, aller faire du sport, bah, ça permet aussi la rencontre et ça permet, comme disait Violaine, ce mystère finalement de comment on retrouve un job. Et c'est ce mystère aussi qui nourrit l'optimisme, parce que si tout était déjà dicté d'avance, ça serait pas très encourageant. Hein. Voilà, je ne sais pas si… Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. L'atelier arrive à sa fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit sur le chat, soit en live? Je crois qu'on a fait un peu le tour hein, des Même questions. si on pourra faire le follow-up, s'il y a des questions qui viennent après cet atelier, vous pourrez sans problème nous les faire suivre. Vous pouvez toujours nous interpeller, Violaine ou moi-même, en direct sur LinkedIn. On sera ravis de répondre à vos questions. Moi, personnellement, voilà, quel bonheur de pouvoir être parmi vous et essayer avec notre modeste expérience, de vous aider. Si on peut faire plus, bah, évidemment, on est disponible. Violaine, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot de la fin. Non, bah écoute, je pense que tu as bien conclu. Moi, j'étais ravie de faire ça avec vous. C'est passé très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rencontré des gens sympas. Et je me tiens à votre disposition
pour toute question. Voilà, si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, vous n'hésitez pas. Super, merci beaucoup Violaine, merci Romaric, merci à tous les participants et puis encore merci pour ce sourire et cette dose d'optimisme. Le festival continue, il y a d'autres ateliers à partir de midi, des sessions de speed coaching à partir de 13h, donc voilà, vous allez être dans l'optimisme toute la journée encore. Merci à tous. Merci Géraldine, merci beaucoup. Au revoir à tout le monde, au revoir. Ciao, bye bye.